lorsque j'ai été à nouveau sauvé, je me souvenais d'avoir été instruit dans une perspective de l'histoire de la planète Terre qui n'allait pas du tout avec ce que je lisais dans les Écritures. Et j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Puis j'ai commencé à vraiment lire de la littérature. J'ai commencé à examiner les faits qui viennent du monde naturel. Puis nécessairement, c'est quelque chose que depuis des années est très, très proche de mon cœur, parce que j'ai dû m'affermir dans mes croyances contre toutes les personnes que je côtoyais qui ne croyaient pas dans ma famille, dans ma parenté. Je vais juste vous donner deux exemples. Il y avait ma belle-sœur qui est pharmacienne, qui avait un baccalauréat en biologie, un baccalauréat en pharmacologie. Puis elle, la question des origines, elle ne voyait pas ça du tout comme moi. Et mon beau-frère, qui avait aussi un baccalauréat en biologie, une maîtrise en biologie aquatique, qui se moquait de ma foi. Puis moi, quand quelqu'un est en train de mettre en doute mes croyances, j'examine encore plus. Puis j'ai vraiment dans mon tempérament, ça me force à étudier encore plus, puis à plonger encore plus les regards dans ce sujet-là. Puis depuis maintenant des années que j'étudie la question, j'entends parler qu'il y a au Québec un conférencier qui va d'église en église et qui parle sur la question. Et là, je l'avais déjà rencontré, le conférencier, mais je ne le savais pas. On s'était croisés à quelques reprises, mais je ne savais pas que c'était le ministère qu'il faisait. Puis finalement, quand quelqu'un me dit, il va à telle assemblée, voici le nom de son pasteur, puis je connaissais son pasteur, j'ai contacté son pasteur, j'ai parlé avec son pasteur, j'ai dit, bon, est-ce que vous recommandez le ministère de Jonathan? Puis il a dit à 100%, sans aucune réserve. Il dit, il fait un bon travail, il connaît la matière, vraiment c'est son expertise de parler sur ces sujets-là. Puis donc, en connaissance de cause, j'ai pu le contacter et lui demander s'il pouvait venir avec sa famille et être parmi nous pour une fin de semaine. Il a dit, ça me ferait plaisir de le faire. Donc, c'est à la lumière de cela qu'on a organisé notre conférence, qu'on a fait des invitations. Ce soir, on est très content de vous voir tous. Et aussi, on est très content de voir Jonathan et de voir ce que le Seigneur va faire à travers lui. Donc, Jonathan, je t'invite à venir. Un, deux, trois. Oh. Je parle plus fort. Oh, intéressant. Merveilleux. J'ai besoin de ça, sinon je manque de voix, puis surtout 3 jours. Trois conférences, 4 conférences. Je ne serais pas capable. Là, amplifier, là, c'est beaucoup plus facile. Juste donner un petit peu l'idée de ce que j'ai fait comme étude. J'ai commencé, qu'est-ce qui m'a poussé à travailler ou à chercher dans le domaine de la création, c'est mon cégep. J'ai fait mon cégep en écologie appliquée. C'est beaucoup de la biologie, entre autres. Puis là, ces questions-là s'étaient remis en question, ces croyances-là des origines, pour moi, parce que moi, j'avais grandi dans un foyer chrétien, puis j'acceptais ce que la parole disait, sans jamais avoir été mis au défi intellectuellement de comprendre vraiment. Là, j'ai commencé à étudier là-dedans. J'ai continué mes études en biochimie, qui est l'étude du vivant, la chimie du vivant. J'aimais beaucoup ça. Pour ensuite faire une maîtrise en immunologie, le système immunitaire. Ça, c'était mon cheminement. Puis au travers de mes études, en commençant par le cégep, mais ma foi, elle a juste été renforcée dans ce que je croyais. Puis même malgré que mes professeurs ont bien essayé de me faire changer d'avis, puis de voir, mais plus que j'étudiais, plus que je voyais une main créatrice, puis un dessin intelligent dans ce qu'on voit autour de nous, ça ne pouvait pas être le fruit du hasard. Ce que je vais vous présenter un petit peu, ça va être le cheminement aussi qu'il a fallu que je fasse moi-même, en espérant que ça va toucher vos cœurs. L'origine de la vie. En 1859, Darwin a écrit un livre qui s'appelait L'origine des espèces. Ce livre-là, il mettait en lumière une théorie qui est la théorie de l'évolution, qui existait déjà, sauf que lui, il ajoutait un petit quelque chose en donnant des mécanismes possibles à l'évolution. Les deux mécanismes, on va les voir demain, c'est la sélection naturelle et les mutations. C'est les deux mécanismes qui pouvaient rendre l'évolution possible. Avant, c'était juste un concept, puis personne ne l'avait développé plus que ça. Avec Darwin, on peut vraiment dire qu'il y a eu une montée
dans la pensée de l'évolution, puis ce qu'on peut voir même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est seulement ça qui est enseigné dans les écoles, le côté créationniste ou création. On en parle dans les cours d'histoire pour le ridiculiser. En tout cas, quand moi j'étais au secondaire, c'était ça. C'était « Ah oui, mais il y a aussi Adam et Ève », là, ils riaient de ça, puis c'était la partie qu'on entendait parler. Fait que c'est vrai que ce que le pasteur Rousseau disait, on n'entend pas parler du créationnisme sinon. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'en entendre parler. Puis qu'est-ce que c'est? En 2010, l'ONU avait décrété l'année internationale de la biodiversité. Et quand on parle d'origine de la vie, aujourd'hui même, là, les taxonomistes ont inventorié 1,7 million d'organismes vivants. Là, on parle du fond des océans jusqu'en haut des montagnes, les plantes, les animaux. Il y a 1,7 million d'organismes différents inventoriés. Est-ce qu'on les a tous inventoriés? La réponse est non. Ils estiment qu'il y en a entre 8 et 15 millions. Certains sont plus optimistes peut-être dans leur façon de voir les choses. Ils pensent qu'il y a 100 millions d'espèces différentes. Fait que la vie, quand on parle d'origine de la vie, c'est rendu très, très, très divers. C'est plus une seule famille ou une cellule où il y en a des millions et des millions. Fait que comment est-ce qu'on peut partir d'une cellule unique puis arriver à des millions? Ça, c'est ce que la théorie évolutive faut qu'elle explique. Comme la théorie créationniste, comment est-ce que les millions d'espèces qu'on voit là peuvent être expliquées. Fait que c'est des choses qu'on va pouvoir regarder, mais la vie, c'est très, très, très diverse. La meilleure façon d'illustrer la théorie de l'évolution, c'est par un arbre. Ça, c'est Ernest Haeckel qui a illustré ça de cette façon-là, où on commence... as-tu un pointeur? Oui, autour de ça. Ah, parfait. On commence avec un organisme très, très simple qui va se complexifier par l'ajout génétique pour donner naissance à différentes autres familles. Des protozoaires, on va avoir des plantes. Ici, on va avoir les plantes, les cellules multicellulaires comme les eucaryotes. Là, on commence à avoir d'autres types d'organismes. On a les mollusques, les vers, on a les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les mammifères. Puis là, on a une multitude de familles qui vont se développer, mais tous ont une origine commune, ce processus-là. Puis par l'ajout de génétique, par des mutations, par la sélection naturelle, on arrive éventuellement à l'être le plus évolué, qui est l'homme. Ça, c'est la première partie, l'arbre évolutif. Contrairement à ça, la théorie créationniste, à part de Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et là, dans plusieurs versets, dans les différents jours de la création, Dieu nous enseigne qu'il a créé les choses selon leur espèce. Il a créé les arbres fruitiers, il a créé la semence, l'herbe, il a créé les fruits, il a créé les animaux vivants, les poissons, les reptiles, le bétail. Il a tout créé selon son espèce. Comment est-ce qu'on pourrait le schématiser, ça? On le schématiserait par une forêt au lieu d'un arbre. Chaque branche, chaque arbre de la forêt étant une espèce ou une famille. Dans la genèse, le mot employé pour espèce, c'est un mot qui veut plutôt dire un genre ou une famille. Ça ne veut pas dire vraiment l'espèce comme on peut la connaître aujourd'hui ou ce qu'on pourrait parler de l'espèce des chiens, mais c'est vraiment la famille canin. C'est comme ça que le mot, là, son origine, c'est là. Fait que dans la famille canine, les canins, ici on pourrait avoir le loup, le dingo, le coyote, le chien. C'est toute la même famille. Fait que Dieu a créé selon son espèce. L'espèce ou la famille, le genre, ayant la possibilité de se diversifier, de changer, mais toujours avec la barrière de l'espèce. On ne fait pas de saut d'une espèce à l'autre. Ça, c'est la grosse différence entre l'arbre évolutif et la forêt créationniste. Comme on pourrait prendre l'exemple des bovins. Il y a plusieurs sortes de vaches qui peuvent exister dépendant des locations, tout ça, mais ils ont une origine commune, la famille des bovins, puis ils vont se diversifier. Ça peut être un exemple. L'autre chose qu'il ne faut pas manquer dans le créationnisme, c'est l'acceptation d'un déluge universel. On croit à un déluge universel qui a couvert toute la Terre et qui a tout détruit un jour. Ça explique beaucoup de choses. Entre autres, ça explique le pétrole, les charbons. Ça, c'est fait par des végétaux qui ont été enfouis puis qui se sont transformés. Ça explique ça. Ça explique les couches géologiques qu'on peut voir. Ça explique la disparition des dinosaures. C'est une des choses qui est expliquée par le déluge universel.
Fait que c'est important dans l'histoire, mais malgré ça, suite au déluge, les espèces avaient encore la possibilité de varier, se diversifier. Ce qu'on observe aujourd'hui en passant, il y a des nouvelles espèces qui arrivent encore, mais un oiseau reste un oiseau. Un canin ou la famille des canins va rester dans la famille canine. Ils vont changer et s'adapter à leur milieu. Ça, on observe ça encore aujourd'hui. C'est la théorie créationniste illustrée. C'est une forêt au lieu d'un arbre. Ça l'explique beaucoup mieux ce qu'il y en est. L'origine de la vie. Darwin a écrit « La vie est apparue dans un petit étang chaud, dans lequel il y avait un riche bouillon de produits chimiques organiques, à partir desquels s'est formé le premier organisme primitif à la suite d'une longue période d'incubation durant les temps géologiques. » Ça, c'est la définition de l'origine de la vie pour Darwin. Pour Darwin, c'était très simpliste, sa façon de voir la vie et comment elle est apparue. En 1859, quand il a écrit son livre, personne ne connaissait l'ADN. On commençait à peine à connaître les micro-organismes avec Louis Pasteur, le microscope. C'était quelque chose qui était totalement nouveau. Pour eux, la vie, il fallait que ce soit très, très simple. Pour Darwin et pour sa théorie évolutive, la vie devait être très simple. C'est dans une soupe que c'est apparu, ça a pris du temps. Ça, c'était sa notion de l'origine de la vie. Puis il ne décrivait pas plus que ça. Scientifiquement, il n'y avait pas la connaissance pour la décrire plus que ça. Mais depuis ce temps-là, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises pour l'origine de la vie et où la vie est venue. Souvent, la vie est associée à des endroits extrêmes, présentement, comme les sources thermales dans les océans. C'est des endroits où la pression est immense. Puis là, il y a des genres de volcans, puis avec du soufre, puis la vie, elle est partie là, dans le fond de l'océan. Ça, c'est dans la base des volcans. Ça, c'est une théorie qu'il y a eu. Il y a aussi la théorie des conservats d'eau-parrain. Lui, il a dit, quand on met une goutte d'huile dans l'eau, on voit que l'huile, elle va se rester ensemble, elle n'est pas soluble dans l'eau, elle va se garder ensemble. Lui, d'eau-parrain, il a dit, ben, la première cellule s'est formée comme ça, un peu comme une goutte d'huile qui l'a protégé de son milieu, puis là, la vie est apparue. Ça, c'est une façon de voir. Une qui est très enseignée, même encore aujourd'hui, c'est une atmosphère. Dans l'atmosphère, avec des éclairs, il y aurait des petits acides aminés qui se seraient formés, qui se seraient accumulés dans les océans, puis là, la vie aurait commencé à partir de là. D'autres disent que c'est des molécules qui se sont assemblées sur des cristaux. La vie a commencé. La première molécule aurait été de l'ARN, c'est comme un petit peu l'ancêtre de l'ADN pour plusieurs. L'ADN qui est le bagage génétique, comme on a nous présentement, le bagage génétique humain. Il y en a d'autres qui ont dit tout simplement que la vie vient de notre planète. Puis ça peut sembler ridicule, mais il y a beaucoup de gens qui croient ça, puis même des scientifiques, que la vie, elle a juste tombé sur la Terre par une météorite, par quelque chose, puis après ça, elle a commencé. Est-ce que ça l'explique l'origine de la vie? Non, ça peut juste pousser le problème plus loin, mais la vie ailleurs, de où est-ce qu'elle vient? Eux autres aussi ont le même problème. Mais il y a beaucoup de gens qui croient que la vie, elle a commencé comme ça sur la Terre. Je vais en regarder une de ces hypothèses-là avec vous parce que c'est celle que moi, je me suis fait enseigner quand j'étais à l'école et qui est encore enseignée. C'est M. Stanley Miller en 1953. C'est l'année où l'ADN a été découvert. Que lui, il avait réussi à créer en laboratoire des acides aminés. Ça, c'est si on prend une protéine, on est formé de beaucoup de protéines dans notre corps, c'est ça qui fait qu'on est actif, c'est les enzymes, les réactions chimiques en dedans de nous, dans nos cellules, c'est les protéines qui s'occupent de ça. Mais ça, ces protéines-là sont faites d'acides aminés. C'est les petites composantes qui forment une protéine. Puis là, lui, il avait réussi en disant, bon, OK, mon atmosphère primitive, c'était du méthane, de l'ammoniac puis de l'hydrogène. Puis là-dedans, je vais faire tomber des éclairs. Fait que ces molécules-là, ces gaz-là, l'ammoniac, l'azote puis l'hydrogène, vont se combiner ensemble, puis ils vont former les acides aminés. Fait que ça, c'est l'expérience qu'il a créée en laboratoire. Donc, on peut voir son expérience avec l'ammoniac, l'azote, l'hydrogène. Il met ça en vapeur. Là, il provoque des éclairs. Puis qu'est-ce que ça fait? Et ça fait effectivement, ça produit des acides aminés. Ça produit toutes sortes d'affaires, mais entre autres, ça produit des acides aminés. Si on laissait l'expérience comme ça, tous les acides aminés produits, ils se détruiraient parce que
l'effet de l'éclair. L'éclair est beaucoup meilleur à détruire qu'à fabriquer. Vous comprenez un petit peu? Fait que, aussitôt que l'acide aminé est créé avec l'éclair, il faut qu'il l'enlève de là, parce que sinon, le deuxième éclair va détruire son travail. Fait que c'est retiré entre les chocs. Là, il les conserve, puis il dit que c'est comme ça que ça s'est fait dans la nature. Il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas dans cette expérience-là, entre autres, l'effet de destruction de l'éclair qui est beaucoup plus meilleur à détruire qu'à construire. L'autre chose également, c'est que l'atmosphère primitive qui est décrite comme étant une atmosphère sans oxygène, mais les scientifiques, ils n'y croient plus à ça, cette atmosphère-là aujourd'hui. Ils disent que depuis le début, il fallait qu'il y ait de l'oxygène. L'oxygène, entre autres, une des raisons principales, c'est l'ozone, la couche d'ozone. Puis ça protège les rayons ultraviolets. Si on n'avait pas de l'ozone, qui est de l'oxygène, l'O3, depuis le début, mais les rayons ultraviolets avaient détruit toute espèce de formation moléculaire, entre autres, comme les acides aminés. En partant, ça prenait l'oxygène. L'autre chose aussi, c'est que quand ils creusent dans les couches géologiques les plus basses, qui disent que c'est le plus vieux, puis ils sortent des pierres de là, les pierres, ils ont des signes d'oxydation. L'oxydation, c'est à cause qu'il y a eu de l'oxygène. Fait que depuis le début, selon leur théorie, il y a de l'oxygène parce que ces pierres-là, ils rouillent. Ils ont été oxydés. Et ça, c'est une autre chose qui ne fonctionne pas. Une autre chose qui ne fonctionne pas, c'est que les acides aminés qu'il a créés sont un mélange, on va prendre un grand mot, un mélange racémique. Ils sont un mélange égal d'acides aminés de gauche et de droite. C'est un processus aléatoire. Hein? Je fais une expérience, je mets des éclairs, et je vais former des acides aminés de gauche et de droite. Les molécules sont un petit peu comme nos mains. J'ai deux mains, ils sont semblables, mais ils ne sont pas pareils. Si je veux que mes pouces soient du même côté, quand je le tourne, bien, il y a un côté que c'est le dessus de la main, l'autre c'est le dedans de la main. Les acides aminés, c'est la même chose. Quand on fait une expérience, on essaie d'en créer, un devient l'image miroir de l'autre. J'ai une moitié de gauche, moitié de droite. Et dans nos cellules, chaque cellule humaine puis d'organismes vivants sont composés exclusivement d'acides aminés de gauche. Le hasard produit toujours moitié-moitié, mais tout ce qui est vivant, c'est seulement de gauche. Ça, c'est une chose qui est vraiment importante et qu'on n'entend pas parler quand ils nous présentent cette expérience-là. Le hasard aurait créé autant de gauche et de droite, pourtant, tout ce qui est vivant aujourd'hui, c'est seulement des acides aminés de gauche. Ça nous amène à notre ADN. L'ADN, ça a été découvert en 1953. Ça ne fait pas bien des années. Ça ne fait même pas 100 ans que l'ADN a été découvert. C'est la plus grande découverte du 20e siècle, sans contredit. C'est la molécule de l'hérédité, le secret de la vie à l'intérieur de ça. Juste pour vous donner la définition de l'ADN, c'est de l'acide désoxyribonucléique. Que si je passe un test demain, tout le monde va être capable de répondre à ça. Acide désoxyribonucléique. C'est une molécule qui est retrouvée dans toutes les cellules vivantes. Dans les bactéries, les protistes, c'est un autre format qui s'appelle de l'ARN. C'est de l'acide ribonucléique, mais c'est le même principe. Les deux, c'est le bagage génétique est contenu dans l'ARN ou l'ADN pour les cellules vivantes. Elle renferme l'ensemble des informations nécessaires au développement et au fonctionnement d'un organisme. Le mot que j'ai souligné en gras, puis je l'ai mis italique, c'est l'information. L'ADN, c'est de l'information. C'est toute l'information pour former un organisme vivant. Si c'est de l'ADN d'un lapin, pour former le lapin, pour former un être humain, est contenu à même cet acide désoxyribonucléique. L'ADN d'un être humain. On a, juste pour vous donner une idée, on a 1 avec 13 zéros cellules dans notre corps. Okay? C'est des 100, comment je peux, c'est 10 000 milliards de cellules dans notre corps. Ça, c'est ce qui forme un être humain aujourd'hui. C'est vraiment beaucoup. Dans chacune de ces cellules-là, il y a l'ADN pour refaire un être humain. Si on prenait cet ADN-là et on la mettait bout à bout, on pourrait faire 300 fois le tour, 3 millions de fois le tour de la Terre, ou 150 000 fois l'aller-retour à la Lune. Ça, c'est le bagage génétique d'un être humain. Puis pour faire peur un peu aux gens,
on a 10 fois plus de bactéries sur nous autres qu'on a de cellules dans notre corps. Des fois, on n'y pense pas, hein? Fait que il y a aussi un gros bagage génétique qui n'est pas le nôtre. C'est des bactéries qu'on transporte avec nous dans l'intestin, sur la peau, un peu partout. On a vraiment beaucoup de bagages génétique en tant qu'être humain quand on se promène présentement. Fait que des fois, on pense qu'on se nettoie bien les mains et tout, qu'on fait attention. On a quand même 10 fois plus de bactéries que de cellules, même après avoir bien nettoyé nos mains. Fait que, le code génétique, une seule cellule humaine. Là, on ne parle pas des 10 000 milliards, mais on parle d'une cellule. Si j'en prends une aujourd'hui, il y a l'équivalent de 800 dictionnaires d'informations entreposés à l'intérieur d'une cellule humaine. Donc, moi, je trouve ça beaucoup. Il y a des bactéries qui sont, on pourrait dire, beaucoup plus simples qu'un être humain. Le Epulopsychium fischelsoni. Je le dis certainement pas bien. Mais cette bactérie-là contient 25 fois plus d'informations génétiques qu'un être humain. Fait que là, on parle de 20 000 dictionnaires à l'intérieur d'une bactérie qui est un organisme unicellulaire. C'est impressionnant. Cet organisme-là a un génome qui est multiplié, son bagage génétique est comme 200 fois plus gros ou divisé versus le nôtre, puisqu'on a juste une fois lui, il est 200 fois plus élevé. En tout cas, ça fait une quantité impressionnante d'informations pour une simple bactérie. Ça, c'est le code génétique, plus simple qu'un code humain. Et là, on parle d'un code. Hein, je vous parlais, l'ADN, c'est de l'information, beaucoup d'informations. C'est immense. Puis, c'est un code, c'est aussi le code génétique. Fait qu'un code, ça prend quelque chose pour le décoder, hein, on s'entend. Fait que l'ADN est fait de 4 nucléotides qui sont A, T, C, G. C'est de la façon dont ils sont simplifiés dans les livres. C'est 4 nucléotides différents. Fait il y a 4 lettres. Avec ces 4 lettres-là, avec une séquence différente, mais tu vas former différents organismes vivants, peu importe, dépendant de la séquence que tu mets. Fait que ces 4 lettres-là, A, T et C, G, ils sont décodés en 3 par 3. Fait qu'à chaque fois que tu as un A, T puis un G, tout ça, ça fait comme ça code pour quelque chose d'autre. Là, je vais vous l'expliquer. Voici la clé. Fait qu'avec ça, vous êtes capable maintenant de déchiffrer l'ADN. Fait qu'ici, si je prends l'exemple, mettons le A avec le T et le G, ATG. ATG, ça va donner un acide aminé qui est la méthionine. Fait que quand j'ai ces 3 nucléotides-là ensemble, A, T et G, il y a un acide aminé qui va s'attacher pour former une protéine, puis ça va être la méthionine. On a à peu près 20 acides aminés différents dans l'organisme des êtres humains. Fait que, il y a plusieurs combinaisons difficiles, puis ça, on a la clé. Fait qu'on voit que, comme le code Morse, il y a un code pour le traduire, mais l'ADN, c'est la même chose. On est capable de traduire l'ADN. Ah, je vais revenir ici. Pour traduire l'ADN, pour qu'on puisse comprendre l'ADN, mais ça prend 70 protéines différentes. Fait que j'ai mon ADN en double hélice. Hein, vous voyez souvent l'image, des doubles hélices qui s'entrecroisent. Ça me prend 70 protéines différentes qui vont interagir autour de mon brin d'ADN pour la séparer, pour pouvoir s'insérer, pour pouvoir commencer à traduire, pour décoder l'ADN. Fait qu'un brin d'ADN tout seul, ça ne fera rien. Ça va rester un brin d'ADN. Par contre, si tu as les 70 protéines, tu vas être capable de traduire puis déchiffrer. Les protéines, eux autres, d'où ce qu'ils viennent? Bien, ils viennent de l'ADN, ils sont codés dans l'ADN. Fait que vous voyez un petit peu l'idée. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? L'ADN qui produit les protéines, qui code pour les protéines, ou les protéines qui sont nécessaires pour pouvoir décoder l'ADN. C'est un peu l'œuf ou la poule. Hein? Ça, c'est une des choses que les scientifiques ne sont pas encore capables de répondre. Et ça, c'est un scientifique qui a écrit ça, Karl Popper, c'est un philosophe scientifique qui ne croit pas en passant à la création du tout. Qu'est-ce qui rend l'origine de la vie et du code génétique une énigme si dérangeante? C'est que le code génétique n'a aucune fonction biologique à moins d'être traduit. Mais la machinerie avec laquelle une cellule traduit le code consiste en au moins 50 macromolécules, mais maintenant on sait que c'est rendu 70, là je le cite, je devrais mettre l'année.
C'est dans les années 60, 70 qu'elle a écrit ça. Elle consiste en au moins 50 macromolécules qui sont elles-mêmes codées dans l'ADN. Qu'est-ce qui le dérangeait, lui, c'est que pour faire des protéines, ça prend de l'ADN, mais pour que l'ADN produise des protéines, mais les protéines, il faut qu'elles soient déjà là. C'est quoi, c'est l'œuf ou la poule, puis lui, c'est ça qui le dérangeait beaucoup. Aujourd'hui, on sait même que ça prend 70 de ces protéines-là, c'est immense. Je vais vous l'illustrer d'une autre façon. Tantôt, vous vous souvenez, pour vous donner mal au ventre, vous vous souvenez qu'il y avait 20 acides aminés différents qu'on peut former. Ça, c'est la base des protéines. 20 acides aminés différents, où on pourrait prendre l'alphabet, 26 lettres, ça se ressemble. Si on met tout ça dans un chapeau, aujourd'hui, puis là, on pige au hasard, puis je sors 5 lettres. Là, je forme le mot Blume. B-L-U-M-E. Puis je vous demande, Blume, est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? Pourtant, c'était au hasard, ça a été sorti. Ça ne veut absolument rien dire pour nous au Québec, mais si on était allemand, ça voudrait dire fleur. Ça voudrait dire quelque chose pour eux. Donc, la séquence des lettres est très importante. On ne peut pas juste mettre des lettres au hasard, puis ça prend une séquence dans ces lettres-là, puis ça prend quelque chose qui est capable de le traduire, qu'on puisse le comprendre. C'est à ça un petit peu que l'ADN sert. Hein? L'ADN, c'est de l'information, mais déchiffrable, qu'on est capable de faire quelque chose avec. Les pages d'un livre contiennent de l'information. Hein? On a un livre devant nous, il y a beaucoup d'informations. Un disque dur peut contenir exactement la même information. Un disque dur d'ordinateur, ça a la même information, mais dans une autre forme. On voit l'image assez rapidement. Là. La même information, mais dans une autre forme. L'information contenue dans l'ADN vient de l'arrangement de ces nucléotides-là. A, T, C, G. Ils ne peuvent pas être n'importe comment. Il faut qu'ils soient dans un ordre défini. Puis l'arrangement va dire quelque chose juste si on est capable de le traduire. Si je vous donne un livre aujourd'hui en allemand, vous savez tous lire, vous ne comprendrez pas. Mais un brin d'ADN, c'est la même chose. S'il y a eu le brin d'ADN, mais ça prenait en même temps quelque chose qui était capable de le lire et de le traduire pour que ça ait une signification. Ça, c'est l'origine de l'information. L'information, ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. L'information, comme n'importe quel code, c'est le fruit d'une intelligence. Puis quand on y réfléchit, ça fait du sens. Qu'est-ce qui est écrit en français dans mon livre, je le comprends parce que il y a une intelligence en arrière de ça qui a développé le langage français puis qui me l'a communiqué puis je peux le comprendre. J'ai un émetteur et un récepteur qui sont connectés ensemble, qui comprennent. Si je comprends les signaux routiers aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a inventé les signaux routiers puis il l'a communiqué, voici ça veut dire ça. Puis maintenant je suis capable de le comprendre. L'ADN, c'est la même chose. Si l'ADN est apparu, c'est beaucoup d'informations, mais il n'y avait rien pour le déchiffrer, bien, ça ne servait à rien. Puis ça prenait quelque chose qui le déchiffre, qui comprend. L'information égale toujours un processus intelligent. Sinon, c'est pas d'information, c'est rien, ça ne veut rien dire. Ça, c'est un point qui est vraiment important et qu'on manque d'enseigner dans l'école, entre autres. On parle d'ADN, on montre comment ça se traduit, tout ça, mais personne ne dit, bien, cette information-là, elle vient de où? Pourquoi qu'on est capable de traduire? Pourquoi qu'il y a quelqu'un qui est capable de traduire l'allemand? C'est parce que quelqu'un parle en allemand, puis il comprend l'allemand. Pour pousser cet exemple-là un peu plus loin, il y a un projet qui s'appelle SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. C'est des grosses, j'ai misère à dire ce mot-là, c'est des grosses secoupes qui balayent l'espace présentement, encore aujourd'hui, pour essayer de trouver dans l'espace des sons ou un pattern qui pourrait dire, oups, il y a quelque chose dans l'espace, il y a une séquence dans l'espace, donc il y a quelque chose d'intelligent qui produit une séquence intelligente qu'on est capable de déchiffrer puis de voir. Puis eux, la pensée en arrière de ça, c'est qu'une structure égale de l'intelligence extraterrestre. C'est ça que la pensée en arrière de ça. Puis ça, c'est des millions de dollars qui sont investis de taxes et des gens qui payent pour ça, pour essayer de trouver de l'intelligence dans l'espace. En se disant, si je trouve une structure dans l'espace, donc il y a de l'intelligence. Ces mêmes gens-là qui ont développé ça, des scientifiques, quand ils regardent l'ADN, tu as de l'information à plus savoir quoi faire avec,
tu as des cellules vivantes qui sont bourrées d'informations, qui sont capables de se reproduire, de traduire leur information, qui ont une structure complexe, qui n'ont pas fini de découvrir. Mais ça, c'est pas de l'intelligence, c'est de la chance. C'est le hasard. Fait qu'on voit qu'il y a quelque chose dans le raisonnement qu'on ne fait pas ou qu'on ne pousse pas jusqu'au bout dans notre propre raisonnement. L'ADN, c'est pas de la chance, c'est beaucoup d'informations. L'information, c'est égal à de l'intelligence. Puis eux-mêmes le savent, c'est pour ça qu'ils balayent l'espace en espérant